écoutez Seriland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. En 2015, sur Arte, débarquait la première saison d'une comédie hilarante et politiquement incorrecte. Une pépite intitulée « Au service de la France », signée Jean-François Alain. Comment sourire en évoquant les services secrets français dans les années 60 ? Comment faire rire en parlant de colonisation, de décolonisation et de politique ? Pour Seriland, Jean-François Alain a accepté, non sans émotion, de revenir sur la création de cette série détonnante. Il raconte ses difficultés à faire produire cette fiction, ses joies d'auteur, le statut des scénaristes, son envie de réaliser une série policière déjantée. Et nous donne quelques infos aussi sur le 3e volet d'OSS 117, dont la sortie au cinéma est prévue au mois d'août et dont il est le scénariste. Seriland, épisode 78. Bonjour Jean-François Alain. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio pour ce podcast sur cette série au service de la France que vous avez signée. Merci, parce que être dans les 10 séries qui ont marqué les 10 dernières années, c'est pas mal. Donc c'est merci. Pas mal, voilà. Ah, oui, c'est chouette. Alors vraiment. sur votre CV, Jean-François, pour faire court, on trouve notamment, et je dis bien notamment, les guignols de l'info, des spectacles de Team Seat, des émissions de radio avec Team Seat, Oui. les scénarii des 3 OSS 117 incarnés par Jean Dujardin, dont j'attends avec impatience le 3e volet justement, et donc les 2 saisons de Au service de la France. Alors c'est une série qui est toujours disponible sur Netflix et que l'on pourrait résumer comme une parodie des films d'espionnage, Oui. dont le sujet est les services secrets français dans les années 60. Et la France même, dans les années 60. Voilà. Eh bien alors vous allez répondre tout de suite à ma question, parce que pour moi, en tout cas, c'est une œuvre politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que Au service de la France est une série politique ? Ah bah je sais pas, ça paraît prétentieux si je disais oui, mais il y a une volonté en tout cas de parler. Je vous disais de la France des années 60, c'est un peu idiot, c'est pas vraiment ça. C'est un peu comme dans OSS 117, c'est parler de la France d'aujourd'hui avec une sorte de petit cache-sexe historique. Voilà. Donc on a l'impression qu'on se moque de ces époques-là, 50, 60, en disant mais qu'est-ce qu'on était un peu ridicule, qu'est-ce qu'on était un petit peu raciste, voire beaucoup, misogyne, xénophobe, tout ce qu'on veut. Et en réalité, ça parle d'aujourd'hui. Et c'est une manière, ce qu'on appelle une ironie dramatique. On a l'impression d'être plus intelligent aujourd'hui, mais malheureusement non, pas toujours. Vous êtes un fin observateur de cette vie politique-là et de cette histoire-là, parce que vous parlez Au service de la France, mais comme dans OSS, il est question de la colonisation, de la décolonisation, de la responsabilité de la France. Moi, j'ai imaginé que ça avait nécessité beaucoup de travail en amont, de travail historique. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout ? Non. C'est un peu, parce qu'il ne s'agit pas de faire des anachronismes. Ça, moi, je suis un peu... j'ai des surnoms, on m'appelle le laser, ou alors on m'appelle l'emmerdeur, voilà. Donc, je suis assez pointilleux et j'aime pas, et même dans certains films, j'aime pas avoir des anachronismes, bon, moi, ça m'embête, voilà. Et donc, il y a cette recherche-là, mais nous ne sommes pas, alors on est 3 auteurs, hein. Il y a Jean-André Hirlès et Claire Le Maréchal, qui sont des auteurs de télé très réputés. Nous ne sommes pas historiens, sociologues, politologues, et donc, on essaie de s'évader un peu d'une réalité, on essaie de ne pas être très proche d'événements, mais quand même. Donc la recherche, elle se fait surtout sur aujourd'hui, c'est-à-dire se dire de quoi on a envie de parler, d'aujourd'hui, de 2015, 2020, 2021, et comment on peut le traiter. Donc moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'Algérie française, la colonisation, d'autant plus que Jean-André, donc un des 2 autres auteurs, est d'origine pied-noire. Et on avait envie de parler de ça, on avait envie de parler des décolonisations africaines, on avait envie de parler de la France de Gaulle, aussi du mythe de la France résistante, qui après, il faut bien le dire, a été remplacé par le mythe de la France entièrement collabo aussi. Enfin, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, c'est drôle, j'ai un fils de 19 ans et j'en parlais avec lui hier, enfin c'est lui qui m'en parlait, parce qu'il revoit la série, je sais pas pourquoi, il va me demander un truc après, je pense. Il citait quand même un dialogue de la série que je trouve vraiment chouette, qui est que la France doit être amie avec l'Allemagne, et ça paraît invraisemblable. Et puis ils décrivent tous les défauts des Allemands, et enfin, en fin de pile de défauts, il y a, sans compter qu'ils n'ont quand même pas été très corrects avec les Juifs. Et le colonel rajoute, enfin ça c'est de la politique. Et je me dis, bon, c'est quand même assez chouette de pouvoir écrire ça dans une série, que c'est très caustique, c'est une photo de l'époque, que ça passe sur Arte, bravo Arte, à Netflix, qui a coproduit dès le départ.
Voilà, cette série sert à ça aussi. Voilà. Et alors, 2015 donc pour la première saison, 2018 pour la deuxième saison. Voilà. Vous parlez donc de l'Algérie. Jamais pour la troisième. Jamais pour la troisième, c'est sûr et certain. Ça a été un peu annulé au dernier moment par Arte, oui. Mais vous savez qu'une chose annulée peut ressurgir, on ne sait jamais, quelques années plus tard. Oui, c'est Ne me quitte pas, Jacques Brel, c'est ça. C'est ça, c'est ce un que vous peu. venez de dire, c'est ça. Oui, moi j'adorerais, c'est un des projets qui m'a le plus enthousiasmé. On a entendu la musique tout à l'heure, elle a été composée par Nicolas Godin du groupe R. Et ça a été une rencontre géniale. Les comédiens, tout ça. Moi, c'est une aventure que j'ai adorée. On se voit tous toujours. J'adorerais qu'il y ait une troisième saison, évidemment. Alors, vous parliez de la musique. Oui. J'avais pas prévu d'en parler avec vous, mais elle est extrêmement importante dans Au service de la France. C'est une sorte de ponctuation des dialogues. Oui. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça ? On a changé de réalisateur entre la première et la deuxième saison pour des raisons artistiques, sans dénigrer ce qu'avait fait le premier réalisateur. On trouvait que c'était très visuel, très joli, très beau, mais qu'en narration, on perdait un peu. Et on a un deuxième réalisateur qui est peut-être un peu... Enfin, on a toujours une direction artistique qui est très chouette, mais plus sur la narration. Et c'est lui qui a beaucoup plus utilisé la musique que le premier réalisateur. Et Nicolas Godin avait composé beaucoup de morceaux, et c'est ce qu'on appelle un score, c'est-à-dire c'est pas une BO, c'est un score, c'est-à-dire ça a été composé vraiment pour la série. Et Nicolas s'est vraiment beaucoup amusé à faire cette musique-là. Et elle est très importante, elle rythme l'action, elle ne surligne pas, parfois elle fait comprendre. Adieu, Maurice. Je suis le chef des services secrets français. J'ai le général tous les jours au téléphone. Je suis un homme dangereux, Irène. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai fait tuer et que je fais tuer chaque jour. Maurice. C'est de l'ordre du génie, sincèrement, parce que vraiment, les notes tombent à la fois dans le comique de situation et dans le comique des dialogues. Oui. C'est vraiment très, très réussi. Quel est le premier sentiment qui vous vient quand on vous dit « au service de la France » ? Je vous dis « au service de la France », qu'est-ce qui vous vient ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est une séquence ? Est-ce que c'est un épisode ? Un fou rire ? Un énervement ? Par rapport à tout mon souvenir ou par rapport à la série ? Par rapport à tout ce que vous avez vécu. Malheureusement, une déception. Voilà. Ah, c'est vrai ? Oui, parce que j'aurais vraiment adoré continuer. Voilà. Et donc, on a tous encore un petit... Pas de l'amertume, ce serait trop fort, mais une déception. Il faut reconnaître que la série était un peu lente à démarrer. On n'est pas forcément satisfait des premiers épisodes de la première saison. Oui, je suis tout à fait franc. Mais après, on est très content. On aime vraiment beaucoup la deuxième saison, qu'on trouve formidable et qui en plus est dans à des espèces de bulles d'imagination. Il y a une comédie musicale, il y a des tas de trucs. Enfin, et on a adoré faire ça, et on sentait qu'on était prêt pour une troisième. Et la troisième, qu'on parlait de la conquête spatiale. Je peux vous dire, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que, vous savez, il y a une fameuse réplique dans L'étoffe des héros, ce film sur la conquête spatiale, où les Américains disent « Mais pourquoi les Russes ont envoyé Gagarine dans l'espace et nous, on n'y arrive pas ?» Et le mec dit « Parce que leurs Allemands sont meilleurs que nos Allemands. » Donc ce sont tous des scientifiques qui venaient du Troisième Reich, mais en France aussi. C'est-à-dire que la fusée Ariane, ce qu'on ne sait pas, ou peu, c'est que la fusée Ariane, le moteur de la fusée Ariane a été conçu par des anciens scientifiques qui travaillaient pour le Troisième Reich, et la France est allée chercher des scientifiques nazis, avant la fin de la guerre, a même démonté des usines, et il y a un village une petite ville qui s'appelle Vernon, dans laquelle il y avait un village allemand, où il y avait que des scientifiques allemands. Et je trouve que cette histoire est incroyable, et on voulait parler de ça, parce que évidemment la France... Vous aviez le décor, évidemment, de cette troisième saison. Et puis toujours cette prétention qu'on a, nous... France entièrement résistante, qui a gagné la guerre mondiale, 4e ou 5e puissance mondiale, ou 3e, voire première. Et là, on était quand même la 3e puissance spatiale, mais c'est vrai. Et c'était très rigolo de faire ça, voilà. Alors, je comprends votre regret. Oui. Est-ce que vous avez quand même une image positive qui vous vient ? Est-ce qu'il y a une séquence qui vous fait encore hurler de rire quand vous la revoyez ? Il y a un épisode qui me touche énormément, et on va pas trop rentrer dans l'intimité, mais il y a un épisode qui me touche beaucoup, c'est l'épisode 6 de la saison 2, parce que il y a... Alors si je peux quand même dire des choses, ça se tourne en partie au Maroc, c'est censé être dans le désert algérien, et c'est un pays que j'aime beaucoup, et il y a plein de choses qui me touchent beaucoup, notamment il y a la mort d'une tortue que le colonel prend pour sa femme, parce qu'il est en pleine dépression. Irène. On refuse de lui faire une prière, parce que c'est quand même qu'un animal, donc c'est le musulman qui fait une prière, qui fait des sourates. Dites quelques mots, Jacques Tarn. Faut pas pousser non plus. C'est pas gentil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Amin. Et cette scène était applaudie par toute l'équipe marocaine, pour vous dire tellement c'était joli, alors qu'on a quand même un mec d'extrême droite, dont on sent qu'il peut pas supporter trop les indigènes, comme on disait à l'époque. Et puis on a la comédie musicale, que je trouve très, très jolie, qui me rappelle Jacques Demy, enfin... Voilà, donc finalement j'ai tout dit, je dis ouais, c'est trop intime, c'est pas si intime que ça. C'est plein de choses que j'aime. Voilà. C'est une scène hilarante avec la tortue. Pardon, je sais que c'est un enterrement, mais elle est quand même hilarante. Elle est chouette. Et puis, avec la séquence avant dans la voiture, où ce colonel Mercaillon, qui est quand même une ordure, on peut le dire, caresse délicatement cette tortue. Voilà, c'est ça. En et lui disant dit, tu t'endormiras doucement. Voilà, je te caresserai jusqu'à temps que tu t'endormes. Et l'agent qui est devant pense qu'il lui parle à lui. Voilà. T'as pas sommeil? Il est tard pourtant. Non, ça va. Merci, mon colonel. Je vais te caresser jusqu'à ce que tu t'endormes. Et voilà, et là on est parti dans des bouffées de... Je sais pas comment on pourrait dire, c'est génial quand on écrit et où on maîtrise les personnages, où on pense maîtriser les personnages, et on arrive à des bouffées délirantes comme ça, et les gens ont accompagné tout ça, enfin ceux qui ont aimé la série, parce qu'on a la chance que cette série... continue à vivre, c'est ça qui est chouette. On a encore beaucoup de réactions 2 ans après la diffusion, c'est chouette. Est-ce que vous riez quand vous écrivez ? Ah bah oui, mais moi je peux vivre sur une île déserte tout seul avec mes blagues. Non, oui, bien sûr, parce que alors un petit secret pour les gens qui nous écoutent, nous sommes ici donc à Europe 1, et avant c'était le siège de Canal+ ici, donc je connais parfaitement cet endroit et ça m'a fait quelque chose en arrivant tout à l'heure. Voilà, j'ai bossé 6 ans au Guignol, dont 5 ans ici, et donc comme j'étais au Guignol, en écrivant, on imitait les voix toujours, plus ou moins mal, faut dire ce qui est, jamais bien. Et donc là, en écrivant cette série, j'imite les voix quand j'écris. Donc j'imite Mercaillon, j'imite Moulinier, Callot, Jacquard, avec leur vocabulaire, leurs expressions. Et on rigole fatalement, quoi. Oui, fatalement. Mais alors d'ailleurs, en parlant de vos personnages, parce que vous étiez créateur et directeur artistique de cette série, Jean-François Alain. Oui. Donc pour bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent, vous étiez le patron. Oui. Est-ce que vous étiez plutôt... Ma question est déjà idiote, je le sens. Est-ce que vous étiez plutôt autoritaire façon colonel Mercaillon, justement, ou plutôt fin politique comme Moïse ? Non, j'étais... ce podcast est un coming out total, une confession. Voilà. J'étais assez, un peu atterré, voilà, parce que moi je suis scénariste de cinéma aussi, et c'est pas du tout la même chose, scénariste de cinéma et scénariste de télévision. À la télévision, dans les séries, les scénaristes ont pris vraiment le pas sur les réalisateurs, qui sont devenus, à tort ou à raison, il faut bien des excès avant que les choses s'équilibrent, des techniciens, et c'est pas insultant. Au cinéma, le scénariste, je le vis en ce moment sur le futur OSS 3, qui sort dans quelques semaines, passe au 2e plan. Et malheureusement, je n'ai jamais vraiment réussi sur cette série, alors que c'est vraiment la tendance actuelle entre Anne Landois, beaucoup de gens que vous avez sans doute reçus pour Engrenage, 10% pour Fanny Herrero, etc. Le showrunner est chargé de transmettre le texte à l'image et d'assurer la transmission, donc un respect total du texte, ce qui arrive parfois dans le cinéma, mais c'est rare. Et puis une mise en image, le jeu, donc c'est vraiment c'est une autorité vraiment sur le plateau, c'est vraiment l'autorité, c'est le représentant du texte et c'est la 2e personne après le producteur et avant le réalisateur. Je n'ai jamais vraiment réussi à avoir ça sur notre série parce que notre producteur n'avait pas cette conception-là. Donc ça a été une sorte de lutte perpétuelle entre le réalisateur et moi, ce qui était extrêmement fatigant. Et donc malheureusement, je peux pas vous dire si j'étais autoritaire ou machin, j'étais un peu atterré. Voilà, c'est pas atterré parce que le résultat, selon moi, est vraiment très bien, mais c'était une lutte. Donc c'est très fatigant. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, j'ai trouvé la solution. Vous allez la faire cette saison 3, vous serez le showrunner de cette saison 3 et vous allez le faire avec Netflix ou avec un autre diffuseur, une autre plateforme. Je suis sûre que ça peut exister et que ça peut le faire. Ou avec le groupe Bolloré. Mais avec qui vous voulez. Voilà, vraiment, moi je vous suivrai jusqu'au bout du monde, vous savez. Complètement l'humour qui s'y à ce groupe. Il n'y a aucun problème. On fera la promotion de la saison 3 au service de la France. En Afrique noire, par exemple, sur les ports ou sur le... Sur les ports, c'est une très bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Très très bonne idée. Alors, je peux dire qu'elle est de vous ? Vous pouvez le dire que c'est de moi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'aimerais juste qu'on écoute un extrait de l'épisode 3. On est toujours dans la saison 2, Jean-François Alain. Moi, je trouve que cet extrait, il reflète assez le ton de la série. Mercaillon a une très mauvaise nouvelle pour le service. Monsieur Gomez, cadre catégorie à échelon 4, directeur de la direction financière et comptable, ne reviendra pas du Touquet. Alors qu'il ramassait des coques à marée basse à Stella Plage. Monsieur Gomez a été emporté par une hydrocution. Bien sûr.
puis au non-respect du délai réglementaire de 4 heures après le déjeuner, avant tout contact avec un environnement aquatique. Voilà ce qui arrive quand on fait fi des règles et des règlements. Ramasser des coques au mépris des procédures les plus élémentaires, on met le service en péril. On met la France en péril. Et on peut le payer de sa propre vie. C'est valable pour les coques, les palourdes, les couteaux et les praires. C'est valable pour la marée basse et pour la marée haute. C'est valable pour le milieu aquatique, c'est valable pour tous les milieux. C'est valable pour Gomez et c'est valable pour tous. Messieurs, quand l'eau est à 12 degrés, on doit s'attendre à ce qu'elle soit froide. Pardon, j'ai un fou rire. Rien qu'en réécoutant cet extrait que j'ai quand même écouté 2 ou 3 fois avant d'être dans ce studio, Jean-François Alain. Mais quelle voix, en plus quelle voix. Quelle voix formidable. Et puis quelle là, voix. Il dit déjeuner, Oui, comme à l'époque on disait mitran, oui, c'est vrai. ou secrétaire. Ou Ça, l'ours, vous l'avez travaillé ? ou l'ours. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de travail ? Est-ce que c'était la trame, le scénario dans son ensemble ? Est-ce que c'était les dialogues ? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ? Et que tout ça requiert énormément de travail ? Vous avez la gentillesse d'aimer la série et ce qui explique qu'on puisse l'aimer, c'est qu'il y a 3 personnes différentes. Moi, je suis pas très fort en structure, je reconnais, je suis un peu dans une catégorie bordélique ou empirique, si on préfère être un peu plus poli. Et André et Claire, les 2 autres auteurs, eux, viennent vraiment de la télévision et ont l'habitude des structures. Et moi, je m'enflamme tout de suite pour un dialogue. Je peux écrire un dialogue qui va me donner une scène après. Voilà. Alors, les dialogues, très humblement, j'ai pas... C'est ce que je préfère. Donc, j'ai une facilité à écrire les dialogues depuis longtemps. J'aime ça. Je dis pas que c'est bien, mais j'aime ça. Et le plus difficile, ça n'a même pas été l'écriture, c'est long. Le plus difficile, ça a été avant, c'est-à-dire finalement arriver à la mise en production de cette série, parce qu'on est passé par Canal+, ensuite par Arte, où ça a été plus rapide. Convaincre les gens. Convaincre les gens. Ensuite, le tournage, comme vous avez dit, qui était vraiment difficile parce que on est dans une phase de transition où on quitte un monde qui a hérité pour l'instant encore des hiérarchies de cinéma. Et pour aller vers un nouveau monde, celui de la télévision, où vraiment là les équilibres sont différents. Donc c'est ça qui a été le plus difficile. L'écriture, tout ça, c'est long, mais ça va. C'est un jeu pour vous. Oui, puis c'est vachement agréable. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est marrant, d'imaginer tous ces personnages qui sont obsédés par la France, obsédés par sa grandeur, qui parfois font des cauchemars en imaginant, en se disant mais évidemment que c'est pas vrai, mais que la France n'est plus la première puissance mondiale et qu'on va parler japonais. Enfin, tout ça. Puis vous voyez un dialogue comme celui-là. Alors, soyons justes, la phrase que j'aime tant, quand l'eau est à 12 degrés, il faut s'attendre à ce qu'elle soit froide, elle est de Jean André, par exemple. Voilà. Et beaucoup de trucs administratifs sont de Claire. Eh bien alors, mademoiselle Marie-Jo, tampon. Oui, bien sûr, monsieur Schmidt, mais faut-il tamponner avec un tampon urgent ou avec un tampon non urgent ? Bien oui. Le règlement ne le précise pas. Un vice de procédure. En tant que directeur du service, par intérim, je décide que le 43C sera tamponné 2 fois. Avec un tampon urgent, puis avec un tampon non urgent. Un vrai chef. Claire, elle aime bien les petits trucs administratifs. Donc le tamponner, tout ça, on a beaucoup fait ça ensemble, tous les deux, parce que Claire, elle aime beaucoup ça aussi. Enfin, voilà. C'est un chouette équilibre quand même que vous avez réussi à trouver. Oui. Et j'ai écrit beaucoup de choses en collaboration, hormis les OSS 117 que j'ai fait seul, mais j'ai fait les Guignols ici, donc, avec Benoît Delépine et Bruno Gassio. Et j'aime beaucoup ça. Et ça, pour moi, je la mets à la même hauteur que cette collaboration, que celle des Guignols. C'est-à-dire autant de joie, autant de le sentiment de faire quelque chose de chouette, et de s'amuser, voilà. Est-ce que vous dites, avec le recul, que vous l'avez faite, cette série, au bon moment ? C'est-à-dire que vous n'auriez pas pu la faire avant et que vous ne pourriez pas forcément la faire aujourd'hui ? Alors, je vois à quoi vous faites allusion, mais moi, je pense qu'on l'a fait un peu trop tôt. Donc, vous voyez, ça va à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Un peu trop tôt. Non, mais je suis assez d'accord et je ne suis pas très étonnée par votre réponse, en fait. Voilà. Parce qu'on n'était pas forcément préparé, le public français n'était pas forcément préparé à visionner une série aussi innovante. Dans ce sens-là, que vous voulez le dire ? Vous le direz peut-être pas comme ça parce que vous êtes modeste, mais c'est un peu de ça ? Je dirais que, par exemple, le premier confinement, nous sommes des profiteurs de guerre. Donc, le premier confinement nous a fait beaucoup de bien au service de la France. Beaucoup de gens ont découvert la série comme ça. Et je vous dis, on a quand même un défaut, faut conscient. Et puis, si les gens qui vont nous écoutent, s'ils ne connaissent pas la série, qu'ils ont envie de la regarder, il faut un peu s'accrocher sur les 2 premiers épisodes de la première série, je le dis franchement.
le confinement a fait que les gens avaient beaucoup de temps chez eux, voilà, on y est encore un peu là, hein, et ça nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de gens ont rattrapé, comme on dit, cette série. Ça m'étonne moi toujours, mais elle a, une sorte de... J'ai un fils de 19 ans et je vois tous ses potes sont fans de la série. Et je suis sûre qu'ils sont fans de OSS 117 aussi. Les enfants, les ados et les enfants, oui. Et je pense que nous, si on avait été produit un petit peu plus tard, ça aurait été mieux pour nous, avec un développement un peu plus grand. Les plateformes sont développées depuis longtemps, mais là, ça a éclaté. Et puis, du point de vue, parce que je pense que votre question parlait ça aussi, du point de vue de l'humour. Bien sûr. Moi, je rentre pas du tout dans cette histoire de on ne peut plus rire de rien et de tout ça. Et je vais même vous dire une chose, je pense même que c'est une bonne nouvelle, parce que il y a quand même des tas de comiques dont on riait avant qui étaient épouvantables. Et on riait un peu de n'importe quoi aussi, donc... je sais pas, je vais pas donner de nom parce qu'il y a aucune raison de donner les sons, mais enfin, on pense tous à des gens qui ont fait des imitations qui étaient quand même hallucinantes. Et c'est bien que ça n'existe plus, quoi, franchement. Et on peut pas dire aujourd'hui qu'on peut plus rire de rien, c'est pas vrai. Il suffit d'aller voir ce qui se passe. Les théâtres sont en train de rouvrir, je sais pas, là, il y a Mandibule qui passe au cinéma en ce moment. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne rit de rien quand on voit Mandibule? Blanche Gardin, des tas de gens écoutaient à la radio, tu vois. Et, mais voilà, sur Europe, par moment aussi, ça balance. Enfin, pour le moment, non, c'est pas vrai. C'est une question de... Moi, dans mon métier, je la vois du point de vue décideur, effectivement. C'est-à-dire, je vois un refroidissement de la part des décideurs. Alors, pas des producteurs qu'on produit au service de la France ou OSS, c'est la même société d'ailleurs, mais peut-être des diffuseurs, y compris des plateformes aussi, par moment, une sorte de politiquement correct, de peur. Et ce qui, pour moi, ma phrase est d'une complexité, mais c'est un podcast, on peut réécouter plein de fois, ce qui induit aussi un petit mépris du public aussi, voilà. Alors, on parlait de ces 10 ans de création quasiment, parce qu'au fond, vous venez déjà de répondre un peu à ma question. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de ces 10 années de création, mais on vient de le comprendre dans l'évolution que vous venez de nous décrire. Est-ce que vous comprenez dans toutes ces années-là pourquoi il y a eu si peu de séries de fiction politique et qui plus est de comédie politique, comme vous l'avez faite? Ça regroupe aussi la question que vous avez posée avant, parce qu'elles sont de plus en plus pertinentes, vos questions. Et donc, attention, on va arriver après aux dernières questions, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Ça va être fausse culture. Voilà. Non, mais là, on y est. Voilà, 10 ans. Aujourd'hui, je pense que si on avait cette série en développement, on mettrait 3 fois moins de temps. Voilà. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que je pense que le temps a changé de ce point de vue-là. Le rythme a changé. Le rire, tout simplement... le rire en télévision, ça divise. C'est-à-dire que, voilà, il y a peu de choses qui font rire tout le monde. Les drames, grosso modo, on pleure à peu près des mêmes choses. Et le rire, il y a un terme qu'utilisent les professionnels de la télévision qui est clivant. Voilà. Donc c'est clivant. Je vous parlais de Mandibule tout à l'heure, évidemment, Mandibule, ça fera pas rire des millions de personnes. Alors donc quand on met comédie politique, on a les deux termes les plus clivants, c'est ça? Exactement. Et la solution, évidemment, c'est la télévision différente, c'est-à-dire Netflix, effectivement, Amazon, enfin... des gens qui viennent regarder vraiment ça. Arte nous a quand même offert la possibilité d'avoir quand même pas mal de spectateurs, quoi. Quand même, mais ça un peu surpris les gens, voilà. Séduit et surpris, donc il y a une sorte d'écrémage. Mais je pense que en politique, regardez, il y a Baron Noir sur Canal+, qui est quand même formidable. Qui est une très très bonne série, mais qui est très sérieuse. Qui est très sérieuse. Mais je vous dis, c'est la comédie. La comédie fait peur. D'ailleurs, je crois que le terme comédie n'existe plus en télévision. On appelle ça des dramédies. Ou je sais pas comment, il y a d'autres termes. Bon, tout simplement parce que tout le monde ne rit pas des mêmes choses. Et regardez, c'est même un peu... Ça fait un peu peur, parce qu'il y a eu des essais qui étaient chouettes, comme Quadra. Vous vous souvenez de Quadra, bien sûr, sur M6. Excellente série, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec François-Xavier de Maison. Voilà, qui était drôle, un peu sombre. Voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà. Alors ça reste une des énigmes pour moi, sincèrement, parce que vraiment, c'est une très très bonne série. C'est la comédie, voilà. Et vous voyez, 10% qui marche n'est pas à 100% une comédie. Oui, voilà. Et ne fait pas les scores d'une série policière, par exemple. Absolument, voilà. Alors, est-ce que... comment s'appelle cette série avec Audrey Fleurot HPI. HPI, voilà. Est-ce que c'est une comédie, par exemple? Et il y a un bout de comédie. Et il y a un bout de policier. C'est un raisonnement que j'ai depuis quelques temps, et je me dis... J'avais plus du tout envie de faire de série, parce que je me disais... Bon, c'est très 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 chouette, au service de la France, j'ai adoré, et puis voilà... déçu par le fait qu'il n'y ait pas de troisième saison, puis c'était long, puis ça y est, j'ai envie d'en faire une autre. Et je suis parti de ce raisonnement, justement, en me disant, finalement, les séries policières, ça marche toujours. Parce que toujours, on se demande, mais qui a tué? Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de m'annoncer, là? Que j'ai envie de faire une série policière, mais une fausse, mais qui est une comédie. Voilà. Tout simple. Je peux pas en dire plus, mais
une idée, moi je trouve rigolote, voilà. Mais on vous attend là-dessus. Avec, vous savez, avec ce qu'on appelle les cliffhangers, Oui. c'est-à-dire que vous regardez l'épisode en disant, mon Dieu, mais c'est quand même pas lui qui a tué, pas le boiteux là, voilà, bon, ou pas le petit chauve là-bas, voilà. Et juste avec des comment dire, des suspens débiles à 3 €. Mais je me dis que ça va. Je me souviens d'un truc. Quand mon épouse a donné naissance à mon fils, et c'est dans le coin d'ailleurs, bon, il n'y avait plus de chambre, donc on a partagé sa chambre avec une autre personne qui regardait la télé tout le temps. Et un jour, cette personne a des visites. Et il y avait Derrick. Elle regardait Derrick. Et il y avait, je sais pas, 5-6 personnes qui parlaient, qui regardaient le bébé, ça bavardait, tout ça. Et d'un seul coup, Derrick, avec son petit rythme particulier, là, de deux mots toutes les 20 secondes, et en doublage, a fait « Je crois que je sais qui a tué ». Et là... Tout le monde s'est arrêté de parler ? Tout le monde s'est arrêté de parler et à regarder l'écran, alors que les gens n'avaient pas du tout regardé le début, et qu'il y avait un bébé. Et je trouve ça fascinant. Finalement, je sais qui a tué. Ah bah, attends, on va savoir qui a tué. Voilà, donc je pense qu'il faut faire un truc avec ça. Il faut faire une série policière, et j'aime beaucoup tout ce qui est... comment dire, vous savez, ces policiers qui se mettent à la place des... Voilà, tu t'es levé à 15h, tu t'es dit je vais tuer quelqu'un, et tu as marché vers ça, tu as pris tel... J'ai envie de faire ça, voilà. Voilà, ça me plaît. J'ai une autre possibilité aussi pour vous, en termes de série. Oui. Est-ce que vous n'auriez pas pu décliner le personnage d'OSS 117 en personnage de série ? Finalement, OSS de la France est un peu décliné d'OSS 117. C'est le côté bureaucratique d'OSS 117 qu'on voit dans le deuxième volet. Dans le deuxième volet, voilà. Tout à fait. Et dans OSS de la France, qui peut être un peu déroutant, j'ai quelques amis qui pensent que c'est meilleur que OSS 117 au service de la France parce que c'est plus radical, sans fioriture. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans le service de la France par rapport à OSS. Dans OSS, il y a Jean Dujardin, qui est un comédien, voilà, je le dis sincèrement, exceptionnel. Et Jean ajoute un côté... il réussit à donner de l'empathie et même de l'affection à un personnage absolument quand même complètement crétin et complètement horrible. Bon. Là, nous avons des personnages au service de la France qui sont plus droits. Il y a moins... Alors, on les aime... Il y a moins d'empathie pour eux. Il y a moins d'empathie. On l'a finalement. Vous savez, ces trois, là, quand ils sont à Berlin et tout ça, dans les épisodes de fin de saison 2, on commence à vraiment les aimer, mais on met un peu de temps. Parce qu'à 3, ils font une seule personne, finalement. Mais c'est la différence entre OSS 117, effectivement. Alors, faire une série... La question ne s'est jamais posée. La question ne s'est jamais posée, non. Moi, j'aimerais, ou j'aurais aimé... je pense qu'on peut faire des OSS 117... tant que c'est fait avec les mêmes motivations qu'aujourd'hui, c'est-à-dire... vraiment, je dis ça sans aucune... comment dire, c'est très sincère, avec la volonté de faire plaisir aux gens. Alors non pas faire plaisir aux gens en donnant ce qu'ils veulent, pas du tout. En disant on va faire ça, et je pense que ça peut plaire aux gens. Et de le faire avec respect du public, vraiment sincèrement, je pense qu'on peut en faire 5, 6, 7, voilà. Donc là, vous avez la même impatience que nous à découvrir le 3e volet ? J'ai déjà vu plein de fois. Vous l'avez déjà vu plein de fois ? Bah, je l'ai vu beaucoup de fois, j'ai même fait c'est injuste, la vie est injuste. Petite projection à la maison pour quelques amis, et j'ai quitté la maison pendant ce temps-là, et je voulais pas le voir avec eux. Voilà. Et ça a bien marché ? Ouais. Ouais, ça a très bien marché. Très bien, oui. Ouais, d'accord. Oui. Mais Jean je pense que Jean n'a jamais été aussi bien dans un OSS 117. Ah, dans le 3e, là ? Ah ouais. Pardon, j'en bégaye, parce que franchement, dans les 2 premiers, déjà, c'était quand même exceptionnel. Je lui ai dit il y a pas longtemps, et il me dit oh non, mais arrête, machin. Je dis non, mais franchement, t'étais extraordinaire dedans. Il est déjà très bon dans les 2 premiers. Mais parce qu'il y a, vous savez, il y a le duo avec Pierre Ninet. Oui, bien sûr. Où il se tire la bourre. On adore aussi Pierre Ninet, qui en plus qui est fan de OSS 117, donc j'imagine qu'il devait être très fier d'être dans cette production. Mais il n'en revient toujours pas. Mais alors, comment vous avez fait conjointement ? Parce que vous avez écrit tout ça conjointement entre Au service de la France et OSS 117. Est-ce que ça a nourri, l'écriture nourrit le reste de l'écriture, ou au contraire, il faut que vous vous concentriez pour pas mélanger tout ça ? Il faut se concentrer pour pas mélanger tout ça. Et puis, c'est quelque chose de très différent. C'est qu'OSS, je l'ai écrit tout seul. Et j'avais une pression monumentale. Mais monumentale parce que, déjà pour l'histoire qu'on a lue dans plein de journaux, bref, de la façon dont s'est fait le film, des réalisateurs qui ont changé, voilà. Ensuite, parce que ce sont des films qui ont bien vieilli. C'est-à-dire que les films ont plus de 10 ans maintenant, les gens les regardent, les revoient. On parlait tout à l'heure des ados ou des enfants qui ont découvert ces films-là. Il y a une attente énorme. Et puis avec les réseaux sociaux, ces films maintenant ne sont même plus des films, ce sont des résumés de 7 minutes de dialogue. Chaque dialogue est devenu un peu... voilà. Mais vous imaginez, je trouve que c'est quand même un Graal d'avoir ça. Ah bah ça prouve la qualité des dialogues. Mais je l'ai vécu avec les Guignols avant, et je me dis, mais quelle chance on a, quoi. Et le problème, c'est qu'un film, c'est 1h40, c'est pas 7 minutes. Et on oublie que, notamment dans le 2e, il y a des creux, il y a des moments où on s'ennuie un peu. J'adore les films, c'est pas le problème, mais il faut être lucide.
Donc le 3, il y aura forcément des creux, c'est un film, c'est pas 7 minutes sur YouTube ou 40 secondes sur TikTok. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un film avec des méandres, des moments d'émotion, des moments où il y a un intrigue qui se noue, enfin voilà. Donc la pression était absolument énorme. J'ai réussi à m'en isoler au bout d'un moment, ça m'a mis du temps. Puis après, j'ai écrit ça avec un plaisir dingue, quoi. Vraiment, parce que j'adore ce personnage. Et puis après, voir... c'est dommage que les gens qui nous écoutent ne puissent pas voir ça, que ce soit dans la série ou pour le film. Il y a un moment qui est fabuleux, c'est les lectures. C'est-à-dire que vous écrivez, on lit, on chronomètre, tout ça, nous de notre côté, puis après ça commence à devenir une matière vivante. Et là, on fait les lectures avec les comédiens. Et vous avez une grande table, et les comédiens lisent, et là, ça devient des personnages, et les personnages sont habités. C'est un moment dingue, c'est un moment merveilleux, vraiment merveilleux. J'ai fait des lectures de OSS 117 chez Jean, dans sa maison. C'est fou, quoi. C'est fou. Vous avez gardé votre âme d'enfant, j'ai l'impression, Jean-François Alain. Oui, parce que c'est idiot, mais il n'y a pas de prétention dans ce que je vais vous dire là, mais j'aurais vraiment aimé vivre ce que je vis sur OSS quand j'avais 15-16 ans. C'est-à-dire, je sais pas, je suis vraiment content de ça, quoi. Je suis vraiment pas content de moi, mais sauf que vous ne l'auriez pas vécu à l'âge de 15 ans. Non, mais à l'âge de 15 ans, de dire non, tu vas écrire un film, et puis dans ce que tu aimes, parce que moi c'est le style d'humour que j'aime, c'est-à-dire j'aime l'humour un peu absurde, la parodie, non pas forcément le pastiche, pardon, pas la parodie. J'aime l'humour, beaucoup l'humour anglo-saxon, comme il y a dans le service de la France. C'est-à-dire le fait de ne pas dire qu'on rit, ou le fait de ne pas accentuer que c'est une comédie, pas donner les coups de coude. J'adore Ricky Gervais par exemple. Voilà, j'adorais les Monty Python à cette époque-là, et quelques trucs en France comme Merci Bernard. Voilà, il n'y a pas grand-chose à la télé à l'époque de rigolo. Et s'il m'avait dit, tu feras ça, mais je trouve c'est génial. Enfin, oui, donc je suis toujours un gamin, bien sûr. Alors j'ai une dernière question, Jean-François Alain. Oui. Je range les 257 autres pour une prochaine rencontre. Quelle est la série française qui vous a marqué ces dernières années ? On parlait d'une décennie, mais la série, si vous deviez avoir une série française. Je suis désolé pour plein de gens que j'aime beaucoup, mais c'est le Bureau des légendes. Vraiment. Parce que j'aime vraiment beaucoup Les Patriotes, qui est un film d'Éric Rochant, ouais. Qui est la matrice vraiment du Bureau des légendes, qui est un film qui a eu un destin un peu triste, parce que voilà, quand il a été présenté à Cannes, il a été éclipsé dès le lendemain par Pulp Fiction. C'est un film extraordinaire. Et puis il y a beaucoup de ressemblances avec le service de la France. L'air de rien, c'est vrai. C'est pas fait exprès, parce qu'on travaille sur la même matière, les services secrets. Et puis le jeu, les intrigues, le fait de faire des espions, non pas des gens comme James Bond, mais des gens ordinaires. Ouais. Et puis cette notion, elle est vertigineuse, cette notion de légende qui existe vraiment, de gens qui s'oublient complètement, qui se mettent sous l'eau pendant 4 ans, qui changent de nom, qui vont passer des diplômes pour passer pour des profs ou des choses comme ça. Kassovitz, Daroussin, enfin tout, j'en oublie plein. Pour moi, c'est quelque chose c'est vraiment une série avec mais une dernière saison que j'aime beaucoup moins, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose c'est une série qui se hisse au niveau, mais même largement au niveau des grandes productions anglo-saxonnes, comme a pu avec moins de régularité, comme Les Revenants, qui était quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous serez content d'écouter la suite des podcasts, Jean-François Alain, parce que c'est Camille de Castelnau qui va venir nous parler du Bureau des légendes. Je la connais dans la vie. Ouais. Vous la connaissez ? Mais non, pas encore. Je vais la rencontrer. Elle est très talenteuse, puis alors vraiment rigolote, une très chouette fille, vraiment. Mais alors pourquoi c'était pas plus rigolo que ça, le Bureau des légendes ? On va lui poser la question. Mais vous vous rendez compte comme c'est bien écrit, comme c'est bien foutu, comme c'est... je sais pas, on n'a jamais vu ça, quoi. Est-ce qu'il y a même un exemple aux États-Unis d'une série d'espionnage comme celle-ci ? Il y a les Américains, je n'en ai pas trouvé. Je sais pas comment elle s'appelle, mais... Ouais, je n'en ai pas trouvé. Mais on posera la question à Camille de Castelnau. Au service de la France, les 2 premières saisons, en attendant la 3e saison, sont à découvrir sur Netflix. Merci beaucoup, Jean-François Alain, d'être venu nous parler de cette super série française. Ah, mais merci, c'est gentil. Tout au long du mois de juin, Seriland se met à l'heure de Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site seriesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Seriland pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.